Cette nuit-là, une enfant murmura un secret au vent. Ce n'était pas une prière, ni un appel au secours, juste un souffle, une pensée jetée dans le silence. Mais ce fut un chien, et non un être humain, qui l'entendit. Une tempête de neige, massive et sourde, s'abattait sur la vallée comme un rideau tombant sur une scène oubliée. Tout le monde s'était replié derrière des portes closes, les cheminées ronronnaient, les fenêtres scellées par des volets grinçants. Mais dehors, dans la morsure du froid, un chien de service à la retraite, Max, montait la garde sur le perron d'une vieille cabane enfouie à la lisière des bois. Ses oreilles frémissaient, son museau palpitait à chaque souffle du vent. Quelque chose, quelque part, venait de briser le silence. Dans le blanc aveuglant de la tempête, une enfant se perdait. Son cri, celui qu'une mère aurait dû entendre, celui qui aurait dû percer la nuit, avait été étouffé par les flocons. Une voix fragile s'était perdue dans la neige, « Pardon maman, je serai sage. » Personne ne l'avait perçu. Sauf Max. Et ce que Max allait conduire son maître à découvrir cette nuit-là, allait changer 3 vies pour toujours. C'est l'histoire d'un sauvetage, oui. Mais c'est surtout l'histoire d'un retour. D'un cœur qui battait encore dans le froid. D'un chien qui n'avait jamais oublié ce que servir voulait dire. Et d'un homme qui pensait avoir tout perdu. Le vent descendait des montagnes comme un animal blessé, hurlant à travers les pins et giflant les toits gelés de Fairbanks, Montana, ou une bourgade perdue, effacée sur la plupart des cartes, mais résistante, obstinée. Les lampadaires tremblaient sous le poids de la neige, leur halo projetant des ombres fantomatiques sur les rues vides. Un moteur toussa, quelque part, puis s'éteignit. Une fenêtre claqua contre son cadre. Et puis, plus rien. Au nord de la ville, au-delà des dernières maisons, une vieille cabane tenait bon. Isolée, battue par les vents, elle reposait à demi ensevelie sous la neige, ses murs de bois grinçant comme un vieux navire. À l'intérieur, Ellie Turner, 43 ans, s'était assis au bord de son lit. Large d'épaules, sec, le regard creusé, le corps forgé par des années de guerre et abîmé par une paix trop silencieuse. Son visage était dur, mâchoire anguleuse, yeux cernés de fatigue, et une cicatrice effilée barrait son sourcil gauche où une ligne ancienne, indélébile. La lumière de la lampe ne suffisait pas à adoucir ses traits. Son épaule droite lançait douloureusement, souvenir d'une opération qui n'avait jamais vraiment guéri. On lui avait dit de venir ici pour se reposer. De prendre 6 semaines de congé. De respirer. Mais pour Ellie, respirer, c'était se souvenir. Et ce souvenir faisait mal. À ses pieds, Max, son vieux compagnon, somnolait. 10 ans, mais toujours aussi vigilant. Un berger allemand à la robe charbon et ambre, les oreilles dressées même en rêve. Ses yeux étaient calmes, mais hantés comme ceux d'un soldat qui en a trop vu. Max avait traversé les décombres de villes en ruine, flairé des explosifs sous des gravats, protégé Ellie des balles et des bombes. Aujourd'hui, il boitait un peu, mais son esprit était intact. Alerte. Dévoué. Ellie tendit la main et caressa son flanc. Le chien ouvrit un œil, puis le referma. Dehors, la tempête se déchaînait. Ellie se leva, enfila une chemise en flanelle, une veste épaisse, et ouvrit la porte de la cabane pour inspecter les environs, un vieux réflexe impossible à désapprendre. Le vent hurla aussitôt à l'intérieur, glacial, sauvage. Et c'est à ce moment précis que Max se redressa. Pas un aboiement. Pas un grognement. Juste un frisson, une tension dans tout le corps. Il avait senti quelque chose. Museau haut, oreille pointée. Et soudain, il s'élança, sans attendre, droit dans la tempête. Max. Appela Ellie, mais sa voix fut emportée par le vent. Sans réfléchir, il enfila ses bottes, attrapa ses gants, sa lampe torche, et partit à sa suite. La neige le giflait au visage, mordait sa peau, brouillait sa vue. Il courait, le souffle coupé, suivant à peine les empreintes de Max qui descendaient la colline vers la forêt. La lampe éclairait à peine devant lui. Au bout de 10 minutes, il était trempé, les jambes engourdies, l'épaule hurlante. Mais il n'abandonna pas. Max n'agissait jamais sans raison. Et cette nuit, c'était plus qu'un instinct, c'était un appel. Il trouva le chien juste après la barrière du parc Miller, là où l'aire de jeu était enseveli sous une couche épaisse de neige. Le toboggan ressemblait à une ruine gelée, les balançoires figés comme des pendules mortes. Max était là, immobile, museau au sol. Et alors? Ellie la vit. Une forme. Un corps minuscule, recroquevillé sous le plastique du toboggan, presque entièrement recouvert de neige.
comme si la tempête avait voulu l'effacer. Une fillette. Son visage était d'une pâleur effrayante, ses lèvres bleuies. Un manteau mince, trempé, les manches déchirées. Une seule moufle. Ses cheveux étaient collés à sa joue, figés par le froid. Ellie tomba à genoux. Petite, tu m'entends? Sa voix n'était qu'un souffle. Les paupières de la fillette tressaillirent. Ses lèvres bougèrent. Pardon maman. Je serai sage. Et elle perdit connaissance. Ellie ne réfléchit pas. Il la prit dans ses bras. Elle était si légère, presque irréelle. Il retira sa veste, l'enroula autour d'elle, la serra contre lui. Sa peau était glacée, son souffle faible. Max, en silence, le regardait. Rentre, mon grand. Prépare la porte. Le chien repartit aussitôt, comme s'il comprenait. Le chemin du retour fut un combat. La neige avait effacé la piste. Les arbres devenaient des ombres, l'obscurité une mer épaisse. Chaque pas était un défi. Son épaule le déchirait, mais il n'y pensait pas. Il pensait à cette petite vie dans ses bras. Elle avait besoin de chaleur. Elle avait besoin de survivre. Et Max venait de lui en offrir la chance. Quand ils atteignirent la cabane, Max grattait déjà à la porte. Ellie entra, titubant, et déposa la fillette avec précaution sur le canapé près du feu. Il retira ses couches trempées, la couvrit de couverture, plaça des bouillottes contre elle, frotta ses mains froides, son visage. Max restait à ses côtés, les yeux fixés sur elle, comme s'il priait. Les minutes passèrent. Sa poitrine se souleva faiblement. Puis à nouveau. Un rythme fragile, mais présent. Ellie soupira, les larmes au bord des yeux. Tu l'as trouvé, souffla Théil. Sacré vieux héros. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, sa lumière dorée dansant sur les murs de bois. Dehors, le blizzard hurlait encore, mais ici, un calme surnaturel régnait. Le canapé était devenu un refuge, un lit improvisé avec des couvertures en flanelle, un vieux sac de couchage militaire, 2 bouillottes enroulées dans des serviettes. La petite Lily, comme il l'apprendrait plus tard, n'avait pas bougé depuis qu'il l'avait couchée. Et lui non plus. Il était resté assis, silencieux, veillant sur elle. Chaque respiration était un miracle. Chaque soupir, un triomphe sur le froid. Son visage reprenait lentement des couleurs, mais restait encore trop pâle. Une fine croûte de glace collait à ses cils. Quelques mèches brunes se mêlaient à la sueur et à la neige fondue sur son front. Ses mains étaient encore froides, mais son pouls était stable. Elle vivait. Max s'était allongé tout près, son museau posé sur ses pattes, les oreilles toujours tendues. Il ne dormait pas. Il veillait. Et dans ce silence, Ellie sentit quelque chose fondre en lui. Quelque chose qu'il croyait mort. Il ne savait pas encore pourquoi cette fillette était là, seule, perdue. Il ne savait pas d'où elle venait, ni qui l'avait abandonnée. Mais il savait ceci, elle n'était plus seule. Et lui non plus. Max avait ramené bien plus qu'un corps frigorifié. Il avait ramené une vie. Et peut-être, un sens. Ellie s'était penchée avec précaution, épongeant le front de la fillette avec un linge tiède, chacun de ses gestes empreints de douceur, veillant à ne pas troubler son sommeil fragile. Max, le vieux chien au pelage doré un peu terne, s'était roulé en boule non loin, fidèle sentinelle. Pas un aboiement, pas un soupir, seulement cette présence silencieuse, constante. Ses yeux, pleins de veille, restaient rivés sur l'enfant, comme s'il percevait encore des dangers que le monde croyait passés. Ellie se redressa en grimaçant. Une douleur lancinante lui traversa l'épaule, une vieille compagne revenue du passé. Elle était là, souvenir ancré d'une explosion de mortier survenue 2 ans plus tôt à Mossoul. L'impact avait réduit à néant son unité, fracturé ses os, laissé une trace métallique au fond de sa chair et une suite de mois douloureux en rééducation. Il portait tout cela encore en lui, même dans le calme apparent de cette cabane reculée. Il se dirigea lentement vers la minuscule cuisine, enclencha la bouilloire, puis s'appuya contre le plan de travail. Son esprit s'échappa, dérivant vers un autre passé, une autre douleur. Grace. Sa grande sœur. Celle qui avait été feu et tempête, rire et entêtement. Elle aussi avait quitté Ferban il y a 10 ans, et n'y était jamais vraiment revenue. Après avoir été reniée par leurs parents, elle avait disparu, engloutie par un silence brutal. À 19 ans, enceinte, elle avait affronté la colère d'un père ancien shérif de la ville qui l'avait qualifiée de honteuse.
Elle était partie sans rien d'autre qu'un sac en toile élimé et un ventre déjà rond. Ce fut la dernière fois qu'Ellie la vit. Il se souvenait de ses yeux, durs et blessés, de la voix tremblante mais décidée. Ils avaient échangé quelques lettres, puis plus rien. Plus un mot. Et voilà qu'aujourd'hui, dans ce silence enneigé, une enfant dormait sous son toit. Une enfant au visage si étrangement familier. Elle avait cette maigreur fragile, ses pommettes hautes, et surtout, ce regard large, écarquillé de celui qui a trop vu sans pouvoir dire. La bouilloire se mit à siffler. Ellie versa l'eau frémissante dans une vieille tasse ébréchée, y plongea un sachet de tisane à l'amande poivrée, la seule chose décaféinée qu'il avait comme pour occuper ses mains tandis que son cœur cherchait un équilibre. En revenant vers le salon, son regard fut attiré par un petit carnet posé au sol, juste au pied du canapé. Il l'avait probablement glissé de la veste de Lily sans qu'elle s'en rende compte. Il s'en approcha, le ramassa avec précaution, et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Le carnet était usé, la reliure gondolée par l'humidité, certaines pages légèrement collées entre elles. Sur la couverture, on lisait, en lettres irrégulières, « Note de Lily ». À l'intérieur, des dessins. Des dizaines. Certains hâtifs, d'autres d'une précision troublante. Une fillette seule à une table, une chaise cassée sous elle. Une femme en colère pointant du doigt une flaque de jus, des ombres menaçantes, des murs trop hauts. Page après page, une histoire se dessinait. Une histoire sans mots, mais chargée de cris étouffés. Ellie referma le carnet en inspirant lentement. Il n'avait pas besoin d'en lire davantage. Il connaissait ces silences, les avait vus trop souvent dans les foyers brisés, dans les regards de soldats trop jeunes. Il reposa doucement le carnet, leva les yeux vers Max. Le chien cligna des yeux, comme en écho. Ellie murmura. « Je crois qu'on a une survivante de plus, mon vieux. » Astérisque astérisque. Lily ne s'éveilla que bien plus tard. Le ciel s'était assombri dehors, d'un gris uniforme, presque métallique. La tempête avait cessé, laissant un silence figé. Ses paupières battirent lentement, ses yeux se posèrent d'abord sur Max. Il releva la tête d'un air calme, sa queue battant une fois contre le sol. Elle le regarda sans expression, puis tourna les yeux vers Ellie. « Vous n'êtes pas un policier » murmura-t-elle. « Non » répondit-il avec douceur. « Je m'appelle Ellie. »« Et lui, c'est Max. »« C'est lui qui t'a trouvé. » Elle resserra sa couverture sans répondre. Il continua, patient. « Tu es en sécurité ici. Personne ne viendra. Tu n'as rien à craindre. » Elle se redressa lentement, ses gestes lents, comme si chaque mouvement lui coûtait. Ses mains tremblaient légèrement. En silence, Ellie lui tendit le carnet. Elle le prit, le serra contre elle. « Tu l'as lu ? » ?»« Oui. J'avais peur que tu ne survives pas. Je voulais comprendre. » Elle resta muette. Mais elle ne s'enfuit pas. Astérisque astérisque. Plus tard, Ellie lui prépara un bouillon de poulet maison, simple mais réconfortant, agrémenté d'herbes séchées et d'une pincée de poivre. Lily s'assit à la petite table, Max couché à ses pieds. Ellie s'installa en face, mais à une distance respectueuse. Elle mangea lentement, comme si elle ne savait pas s'il y aurait un autre repas. « Je peux rester cette nuit » demanda-t-elle. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux » répondit-il. Elle baissa les yeux. « Il pourrait me chercher. Tu veux qu'il te retrouve ?» Elle ne répondit pas. Astérisque astérisque. Cette nuit-là, Ellie prépara le lit de la chambre d'amis, ajouta un radiateur d'appoint, empila des couvertures. Mais à 3 heures du matin, hanté par un rêve confus de sable et de coups de feu, il se réveilla et constata l'absence de Max. Il descendit dans le couloir. Le chien était là, couché devant la porte de Lily, tête entre les pattes, immobile comme une sentinelle. Le lendemain, les flocons dérivaient comme des cendres glacées. Lily, silencieuse, était assise près du feu. Max avait posé la tête sur ses genoux. Sa main reposait sur le pelage du chien, comme si elle s'ancrait à lui pour ne pas dériver. Le feu crépitait. Aucun autre bruit. Pas de télévision. Juste la chaleur, le bois, et cette fragile paix. Ellie observait la scène depuis les marches de l'escalier, une tasse de café à la main. Il se demandait ce que Grace aurait fait. Dans l'après-midi, on frappa à la porte. Sarah, la seule voisine à moins d'1 kilomètre, se tenait là, les joues rougies par le vent. Sarah Donham,
la cinquantaine, grande, droite, visage buriné par le soleil et les hivers, portait une veste en flanelle et un jean usé. Du solide. Elle vivait seule depuis la mort de son mari, aimait le silence mais voyait tout. Elle aperçut Lily derrière Ellie, haussa un sourcil, mais ne dit rien. Je me suis dit que la tempête avait vidé ton garde-manger, dit-elle en lui tendant un récipient chaud. Ellie la remercia, sortit un instant avec elle. Elle va bien, demanda Sarah, en jetant un regard discret vers la fillette. Elle ira. Ce n'est pas ma fille. Mais elle a besoin d'un endroit. Sarah hocha lentement la tête. Alors elle ne pouvait pas mieux tomber. Puis elle s'éloigna, sans poser davantage de questions. Ellie la regarda s'enfoncer entre les arbres enneigés. De retour dans la cabane, Lily chuchotait quelque chose à l'oreille de Max. Il ne comprit pas les mots, mais le chien remua la queue, paisiblement. Et Ellie, pour la première fois depuis longtemps, sentit naître quelque chose. Une esquisse de paix. Un tremblement d'espoir. Astérisque astérisque. La tempête avait cessé. Mais le froid restait, enraciné. Dehors, le monde était figé dans la glace, calme en apparence. Dedans, quelque chose commençait à se reconstruire. Lily était assise à la petite table en bois, ses jambes trop fines suspendues dans le vide. Elle dessinait dans son carnet. Max somnolait sous la table, en alerte discrète. Ellie versait du café, observant en silence cette vie fragile recommencer à battre. Et dans le bruissement du crayon, dans le souffle du feu, il sut que quelque chose avait changé. Définitivement. Ellie se frottait la nuque d'une main, l'autre encore posée sur la tasse de métal tiède qu'il n'avait même pas goûtée. La nuit avait été longue, peuplée de pensées qui cognaient contre les parois de son esprit comme des oiseaux affolés. Il leva les yeux vers la fillette installée à la table, puis vers la photo encadrée sur la cheminée, une Grace plus jeune, souriant timidement aux côtés de son frère adolescent, les bras posés l'un sur l'autre dans un jardin que le temps avait effacé. La ressemblance avec Lily était troublante, presque douloureuse. Même courbe du menton, même silence chargé de ce regard qui observe plus qu'il ne dit. Lily, souffla-t-il enfin d'une voix calme. Je peux te poser une question? Elle ne releva pas les yeux, mais hocha doucement la tête. Ta mère. Comment elle s'appelait? Le crayon s'immobilisa dans sa main. Une tension visible raidit ses épaules. Elle murmura. Grace. Grace donne. Le cœur d'Ellie se serra, ses doigts se crispèrent autour de la tasse qu'il reposa précautionneusement pour éviter de la faire trembler. C'était ma sœur, dit-il lentement. Je m'appelle Ellie Turner. Je suis. Il hésita, les mots coincés à la frontière de la gorge, puis conclut. Ton oncle. Lily leva les yeux vers lui. Il n'y eut ni cri ni effroi, seulement ce long regard fixe, insondable, suivi d'un hochement de tête. Comme si elle le savait déjà. Comme si quelque chose en elle attendait ce moment. Elle parlait de toi, dit-elle doucement. Elle avait une photo. Elle la gardait dans la poche de son manteau. Elle disait qu'un jour, quand ce serait sûr, elle viendrait te chercher. Le visage d'Ellie se crispa, sa mâchoire se verrouilla de douleur et de colère rentrée. Pendant 10 ans, il s'était raconté l'histoire que Grace était partie d'elle-même, que rien n'aurait pu la retenir. Il s'était consolé avec cette idée, elle avait choisi, et il avait respecté ce choix. Mais maintenant, avec cet enfant devant lui et cette trace vivante de sa sœur, toutes ses certitudes se fissuraient. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Murmura-t-il, plus pour lui que pour elle. Lily baissa les yeux sur son carnet. Elle est tombée malade. Elle toussait souvent. Et puis, un jour, elle ne s'est plus levée. Et elle est partie. Ellie s'effondra sur la chaise en face d'elle. Le bois grinça sous son poids comme s'il protestait contre le poids soudain du chagrin. Max, le vieux chien de service, se leva lentement, posa sa tête sur les genoux de Lily. Elle sursauta d'abord, puis se laissa aller à ce contact rassurant, s'appuyant contre lui comme on s'appuie sur une digue face à la mer. Tu vivais où, après? Demanda Ellie. Chez Tracy et Martin, répondit-elle d'un ton vide. À ces noms, les oreilles de Max se dressèrent, un grondement sourd monta de sa gorge. Ellie l'entendit et comprit. Tracy, répéta-t-il. Ta belle-mère? Lily hocha la tête. Elle ne m'aimait pas. Elle disait que j'étais le bazar que Grace avait laissé derrière elle. Que j'étais trop silencieuse, trop étrange. Elle disait que je gâchais tout. Elle ne pleurait jamais.
Pas même une fois. Les doigts d'Ellie tremblèrent. Max se leva, contourna lentement la table et se colla aux jambes de la fillette. Elle se pencha, s'agrippant à son pelage comme à un refuge. Elle a dit à tout le monde que j'avais volé le nouveau jeu de Sophie. C'était à l'anniversaire. Elle m'a fait tout nettoyer pendant qu'il mangeait le gâteau. Puis elle a dit que je ne pouvais plus dormir à l'intérieur. Ellie se leva. Il marcha jusqu'à un vieux secrétaire au fond du salon, un meuble qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. C'est là que Grace s'asseyait autrefois pour écrire des lettres qu'elle ne postait presque jamais. Il ouvrit un tiroir, fouilla entre des tickets froissés, des croquis, des fragments de poèmes, jusqu'à ce qu'il trouve une enveloppe fanée, adressée à son nom d'une écriture tremblée. Il revint à la table, ouvrit le pli avec précaution. Le papier à l'intérieur était fragilisé par les années. L'écriture de Grace y courait, grande, douce, hésitante. Ellie, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu te le dire en face. Je n'ai jamais voulu que tout finisse comme ça. Tu as été mon roc, mon repère. Je sais que je t'ai déçu. Mais Lily, elle n'est pas une erreur. Elle est la seule chose que j'ai faite correctement. Si un jour, par miracle, tu reçois cette lettre, et que je ne suis plus là, je t'en supplie, ne la laisse pas se perdre. Elle mérite mieux que ce que je lui ai donné. Avec tout mon amour. Grace. Ellie lut la lettre une deuxième fois, puis la posa à plat sur la table. Lily l'observait, silencieuse. C'est l'écriture de ta mère, dit-il. Elle hocha la tête. Je la suivais du bout des doigts, parfois. Elle me disait toujours, les mots ont un poids. Ellie baissa les yeux vers Max, assis bien droit à côté de Lily, le dos tendu, les oreilles dressées vers la porte. Tu le savais, hein? Souffla Théil. Tu l'as cherché dans la tempête comme si tu sentais encore son odeur. Son sang. Sa peur. Max aboya, grave, une seule fois. Puis il se tut. Ellie se leva, se dirigea vers la bibliothèque, prit un vieil album photo. Il le feuilleta jusqu'à trouver une image de Grace, au bord d'un lac, veste en jean, les mains sur les hanches, le regard audacieux. Puis une autre, plus récente, tenant un nouveau-né, un bracelet d'hôpital encore au poignet. Elle ne nous a jamais dit, murmura-t-il. Ni à maman, ni à papa. Ni à moi. Elle est juste partie. Il ne voulait pas de moi, dit Lily, simplement. Sans colère, sans larmes. Comme une vérité déjà entendue 1000 fois. Ce n'est pas vrai, dit Ellie. Alors pourquoi il m'appelait un fardeau? Il ne trouva pas de réponse. Cette nuit-là, quand Lily fut couchée et que Max reprit sa place devant sa porte, Ellie s'installa devant la cheminée. Il tenait encore la lettre dans une main, la photo dans l'autre. Les flammes dansaient, dessinant des ombres sur son visage buriné. Au loin, l'horloge ancienne sonna. Et dehors, la neige recommença à tomber, douce, lente, presque apaisante. Il regarda le couloir où veillait Max. On ne va pas la perdre aussi, murmura-t-il. La neige recouvrait maintenant Fairbanks d'un manteau blanc et silencieux, comme les cendres d'un feu ancien. La cabane, elle, brillait faiblement comme un souffle chaud dans ce monde glacé. Ellie marchait près de la fenêtre, bras croisés, la mâchoire serrée. Au loin, des traces de pneus s'arrêtaient devant le portail. Un SUV gris, officiel, moteur encore ronflant, envoyait des volutes de vapeur dans l'air gelé. À l'intérieur, Lily était assise sur le canapé, jambes repliées, tenant un mug de lait chaud. Max avait la tête posée sur ses genoux, sa queue battant doucement, protecteur. Deux silhouettes étaient descendues du SUV. Ellie les avait observées, une femme grande, manteau vert foncé, lunettes cerclées d'or, cheveux courts. Elle s'appelait Daniela Ramos, travailleuse sociale principale du service régional de protection de l'enfance. Sa voix, lorsqu'elle parla, était calme, maîtrisée, presque douce. Monsieur Turner, je suis Daniela Ramos. Merci d'avoir répondu à notre appel. Derrière elle, un homme pâle, moustache grise, petit ventre rond, portait une chemise impeccable et un clipboard contre la poitrine. L'agent Rilney. Agent de liaison avec l'unité de protection de l'enfance du shérif. Dans ses yeux, une lassitude ancienne, celle de ceux qui ont vu trop de familles se briser. Il hocha la tête, sans sourire. Ellie s'écarta pour les laisser entrer. Ils secouèrent la neige de leurs épaules. Daniela scruta l'intérieur. La cheminée, les meubles simples, Lily, Max.
Elle marqua une pause devant le chien. Puis hocha lentement la tête, presque soulagée. Comme si, en un seul regard, elle avait compris l'essentiel. Lily s'était légèrement repliée sur elle-même, son épaule tendue alors qu'elle s'approchait timidement. Max, fidèle à son instinct protecteur, demeurait immobile, ses yeux scrutant chaque geste avec une acuité tranquille mais vigilante. « Il me semble que tu es Lily Dawson », murmura doucement Daniel, en se baissant à sa hauteur pour ne pas paraître menaçante. « C'est bien toi, ma puce ?» Lily hocha silencieusement la tête, puis agrippa son carnet comme une bouée. « Nous ne resterons pas longtemps », ajouta Daniel d'un ton rassurant. « Nous voulons juste comprendre ce qui se passe, d'accord ?» Son regard glissa vers Ellie, qui tendit une chemise cartonnée contenant les éléments qu'il avait soigneusement réunis, une copie d'une lettre de Grèce, plusieurs dessins de Lily, et une photo montrant Grèce avec la fillette devant une clinique à Billings. Daniel parcourut le contenu d'un œil efficace, son visage se durcissant à mesure que les pièces s'imbriquaient. « Savez-vous où vivent actuellement ces tuteurs ?» demanda alors l'officier Milner. « En ville. »« Tracy et Martin Miller », répondit Ellie. L'information fut notée. Daniel redressa la tête, lissa son manteau d'un geste sec. « Nous allons devoir les entendre. » 1 heure plus tard, l'atmosphère du salon avait radicalement changé. L'ambiance s'était épaissie comme un orage prêt à éclater. Lily s'était retranchée dans le couloir, à moitié dissimulée derrière une arche, son corps enveloppé dans une ombre rassurante. Max, toujours à ses côtés, ressemblait à un soldat en faction, inflexible. Face à eux, Tracy Miller se tenait debout, bras croisés, lèvres pincées dans un masque de sollicitude feinte. Dans la trentaine avancée, elle portait un col roulé crème et un manteau parfaitement ajusté. Ses cheveux blonds étaient tirés en une queue de cheval sans faute, mais son maquillage soigné ne parvenait pas à masquer la dureté ancrée dans son regard. À ses côtés, Martin Miller paraissait presque effacé. Quarantaine terne, cheveux clairsemés, rides creusées autour de la bouche, veste coupe-vent bleu marine et bottes usées. Il restait là, les mains enfoncées dans les poches, la posture fuyante. Tracy prit la parole la première, sans attendre d'y être invitée. Lily s'est enfuie. Elle est instable, repliée sur elle-même. On a tout tenté, thérapie, attention, écoute, mais rien n'a fonctionné. Et maintenant ça. Martin acquiesça lentement, toujours muet. Elle a volé à notre fille un jeu électronique très cher, ajouta Tracy. On l'a retrouvée cachée sous son matelas. Puis elle s'est volatilisée cette nuit-là. On était mort d'inquiétude. Max poussa un grognement grave, bref mais clair. Un silence pesant s'abattit aussitôt sur la pièce. Le visage de Tracy se figea. Daniel se tourna alors vers l'ombre du couloir. « Lily ? Tu veux dire quelque chose ?» Un silence, suspendu. Puis la fillette sortit lentement, tenant toujours son carnet contre elle. Elle s'agenouilla à côté de Max, posant une main sur son pelage comme pour puiser du courage. « Je ne l'ai pas volé, dit-elle d'une voix douce. C'est Sophie qui l'a mis là. Sa mère lui a dit de le faire. » Tracy ouvrit la bouche, prête à s'indigner, mais Daniel leva la main pour la faire taire. « Laisse-la parler. » La voix de Lily tremblait, mais elle continua, les yeux baissés. « Ils me faisaient dormir dans la buanderie. Je n'avais pas le droit de manger avec eux. Si je renversais quelque chose, je n'avais pas de repas. Je ne suis pas allé à la fête d'Ava parce que je n'étais pas assez propre. » Le regard de Daniel croisa celui de l'officier Milner, qui griffonnait frénétiquement sur son carnet. « Je dormais sur un matelas à côté du congélateur, » murmura Lily. « Parfois, ils oubliaient même que j'existais. » Ellie s'approcha alors de Daniel et lui tendit un dernier document, le témoignage écrit de Madame Clara, une institutrice retraitée vivant quelques maisons plus loin. Une femme aux cheveux d'argent, veuve, qui avait contacté Ellie après avoir reconnu Lily sur une affiche. Son message était concis, mais accablant. « J'ai vu cette petite dehors, dans la neige, sans manteau, plusieurs fois. Une fois, je lui ai offert un chocolat chaud et Tracy m'a dit de me mêler de mes affaires. Cet enfant avait peur. » Daniel replia la lettre et la rangea dans son dossier. « Avez-vous autre chose à dire, Madame Miller ?» La voix de Tracy vacilla enfin. « Nous faisions ce qu'on pouvait. Ce n'est pas notre fille. On ne s'est pas engagé pour ce genre de fardeau. » Max aboya de nouveau. Bref. Tranchant. Lily sursauta, puis esquissa un mince sourire.
Un sourire discret mais chargé. Quelque chose venait de se rompre. Une ligne, dessinée dans la neige. Daniel poussa un long soupir et ferma son dossier. Je vais déposer une requête d'urgence pour une garde protectrice. À compter de maintenant, Lily sera sous la responsabilité de Monsieur Turner, en attendant les résultats de l'enquête. Si nécessaire, nous saisirons le tribunal de la famille. Tracy ouvrit la bouche, puis la referma. Martin baissa les yeux. Personne ne protesta. Avant de quitter la maison, Daniel se pencha à hauteur de Lily. Est-ce que ça t'irait de rester ici quelque temps? Lily hocha la tête. Max est là. Daniel sourit. C'est une très bonne raison. La neige recouvrait encore les marches du vieux tribunal municipal, semblable à des ossements oubliés par un hiver trop long. Le ciel de Fairbanks restait obstinément gris, ce gris qui garde le froid même quand le soleil tente de percer. À l'intérieur du bâtiment étroit, un vieux radiateur sifflait péniblement, luttant contre les courants d'air infiltrés à travers les vitres. La salle d'audience était modeste, ses bancs en chêne usés par des décennies de petits conflits ordinaires. Le siège du juge grinçait légèrement, et les néons bourdonnaient avec fatigue. Ellie était assis droit, vêtu d'un blazer bleu marine fraîchement repassé, le même qu'il avait porté aux funérailles de sa sœur. Son regard était tendu, son visage creusé par le manque de sommeil. Il gardait son épaule droite raide, encore douloureuse depuis l'intervention visant à retirer des éclats d'obus. Max, allongé à ses pieds, brillait de propreté. Sa fourrure avait été soigneusement brossée, son collier scintillait sous les lumières blafardes. Imposant mais calme, le berger allemand veillait avec une loyauté silencieuse. Lily, assise à côté de lui, portait un manteau bleu marine et un pantalon de velours côtelé que Sarah lui avait rapiécé la veille. Ses cheveux étaient tirés en une tresse simple. Son visage pâle trahissait une forme de sérénité mêlée à des vestiges de peur ancienne. Son petit carnet spiralé reposait sur ses genoux, et ses doigts en serraient les bords comme un talisman. Elle avait à peine parlé ce matin-là, mais en entrant dans la salle avec Max, sans hésitation ni regard en arrière, elle avait murmuré à Ellie. Il est mieux qu'un avocat. La juge Hélène présidait l'audience. Une femme d'une cinquantaine d'années, à la posture calme et à l'assurance forgée par des années de plaidoirie dans un monde encore trop masculin. Ses cheveux bruns foncés, coupés aux épaules, étaient impeccablement coiffés. Elle portait une robe bordeaux, plutôt que la traditionnelle noire, un choix discret mais symbolique. Ses yeux bleus pâles examinaient la pièce avec minutie, ne laissant rien passer. L'audience pour la garde temporaire de la mineure Lily Dawson est ouverte, déclara-t-elle d'une voix posée. En face, Tracy et Martin étaient installés, rigides. Tracy portait un manteau bleu ajusté, un foulard serré à la gorge, et un rouge à lèvres foncé qui accentuait la tension de ses traits. Son menton levé et sa mâchoire crispée disaient assez qu'elle s'accrochait encore à une façade. Mais dans la pièce, c'était autre chose qui régnait. Quelque chose de plus fort. La vérité. Et elle avait enfin trouvé une voie. Martin, quant à lui, semblait vouloir être n'importe où sauf ici. Engoncé dans un pull gris terne et un pantalon kaki froissé, il jetait des regards fuyants d'un coin à l'autre de la salle, comme s'il attendait l'irruption d'une alarme incendie ou une excuse providentielle pour disparaître. L'audience débuta sans éclat. Formalité d'usage, lecture juridique, exposé factuel. Un enchaînement rapide, presque mécanique, comme si chacun voulait éviter le cœur véritable de l'affaire. Mais lorsque vint le dossier d'Ellie Turner, le rythme ralentit. Un test ADN officiel, estampillé par le laboratoire d'État du Missouri, affirmait avec une certitude de 99,9% qu'il était bel et bien l'oncle maternel de la petite Lily Dawson. À cela s'ajoutait une lettre notariée écrite de la main de Grace, des photographies d'elle en compagnie de Lily, rayonnante devant une clinique à Billings, ainsi qu'une déclaration sous serment de Madame Clara Hewitt, leur voisine, dénonçant les maltraitances subies par l'enfant. La juge, impassible, feuilletait les documents avec concentration. Elle prenait des notes régulières, son visage gardant un calme presque intimidant. Puis arriva le moment redouté, celui où les masques tombent. « Madame Miller, dit-elle en relevant les yeux, vous avez affirmé sous serment que Lily Dawson présentait des troubles du comportement et que vous l'aviez surprise en train de dérober un objet appartenant à votre fille. Maintenez-vous cette déclaration ?» Tracy Miller se redressa, ajusta nerveusement son foulard et répondit d'une voix posée, presque mécanique. « Oui, votre honneur. » L'objet en question était une console de jeu portable. Nous l'avons retrouvée dissimulée parmi les affaires de Lily. Elle se montrait difficile depuis plusieurs semaines. Insolente.
Fermé. Sournoise. La juge hocha la tête avec lenteur. Je comprends. Votre fille Sophie est-elle présente? Oui, répondit Tracy en jetant un regard inquiet vers la porte. Un huissier introduisit alors la fillette. Sophie entra d'un pas hésitant. Elle portait une robe en velours bleu nuit, bien trop apprêtée pour une salle d'audience, et ses cheveux blonds étaient tirés en 2 longues tresses terminées par des rubans. Elle n'avait que 7 ans, mais ses yeux disaient bien plus. Il passait d'un adulte à l'autre avec cette lassitude étrange que seuls les enfants trop souvent instrumentalisés savent exprimer. La juge s'adoucit légèrement. Sophie, je veux que tu me racontes, avec tes propres mots, ce qui s'est passé avec le jouet. Tu ne seras pas punie, je te le promets. Sophie leva les yeux vers sa mère. Tracy lui adressa un sourire figé, glacé, presque menaçant. Mais la fillette détourna le regard, baissa les yeux vers Max, le chien qui avait redressé la tête, puis vers Lily, assise en silence, les bras étroitement serrés autour de son carnet. J'ai menti, dit-elle d'une voix à peine audible. Le silence tomba brutalement dans la salle. On aurait entendu une plume tomber. C'est moi qui ai mis la console dans les affaires de Lily. C'est maman qui m'a demandé de le faire. Elle disait que Lily prenait trop de place. Tracy émit un souffle muet, la bouche entr'ouverte. Martin esquissa un geste pour parler, mais la juge leva une main ferme pour l'en empêcher. Seul le cliquetis sec de son stylo brisa le silence pendant qu'elle ajoutait une note. Puis, avec une voix calme. Merci, Sophie. Tu peux retourner dans le couloir. La fillette s'éloigna précipitamment, ses petits talons résonnant sur le carrelage. Tracy se leva brusquement, la voix tranchante. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce n'est qu'une enfant. Elle est stressée. Toute cette affaire est un choc pour nous tous. Max se leva. Il n'aboya pas. Il ne grogna pas. Il se redressa simplement, lentement, se plaçant entre Tracy et Lily avec la dignité d'un vétéran. Un pas. Puis un autre. Majestueux. Sûr. Son regard, profond, se posa sur le visage de la femme ni hostile ni docile, simplement inébranlable. Tracy se figea. La juge haussa un sourcil, mi-amusée, mi-froide. Il semble que tout le monde ici ne vous trouve pas si intimidante. Un léger souffle parcourut la salle. Puis, dans ce calme retrouvé, Lily parla. Sa voix, fragile mais déterminée, coupa l'espace comme une lueur à travers la brume. Je ne veux rien, murmura-t-elle. Ni jouet, ni habit, ni gâteau. Je veux juste vivre avec Max. Sa voix se brisa. Il ne crie pas. Il ne ment pas. Et lui, il reste. Ellie ferma les yeux. Un instant suspendu dans l'éternité d'un battement de cœur. La juge baissa les siens, soupira longuement, puis déclara. Le tribunal prend acte des preuves sérieuses de négligence et de maltraitance émotionnelle, ainsi que du lien familial certifié entre M. Turner et la mineure. À la lumière du témoignage de Sophie Miller, je prononce une ordonnance provisoire de garde au profit d'Ellie Turner, dans l'attente d'une enquête complète. Tracy, blême, semblait avoir avalé une pierre de glace. Martin restait figé, sans un mot. La juge referma son dossier. Que le procès-verbal note ceci, parfois, le témoin le plus fidèle n'a pas besoin de parler. Les jours suivants se déroulèrent comme une lente fonte de glace. Timide, incertaine, mais réelle. Le froid régnait toujours dehors, mais à l'intérieur de la vieille cabane, une autre chaleur s'installait. Elle ne venait plus du bois brûlant dans le poêle, mais des silences rassurants, des petits rituels, des rires légers dans la cuisine. Le plancher grinçait à nouveau sous le poids du quotidien, et Max, toujours à proximité, semblait respirer au rythme de cette maison enfin vivante. Lily ne tressaillait plus au sifflement de la bouilloire. Elle ne redoutait plus la voix d'Ellie d'une pièce à l'autre. Elle marchait sans crainte, avec une sorte d'ancrage nouveau. Ses yeux ne cherchaient plus les issues de secours, mais s'arrêtaient sur les livres, les fenêtres givrées, ou surtout, sur Max. Il ne la quittait jamais. Ce matin-là encore, lorsque les premiers rayons du soleil brisèrent l'horizon, Lily enfila ses bottes, boutonna son manteau jusqu'au menton, enfonça un bonnet sur ses oreilles et sortit dans la neige. Max la suivait, boitant légèrement. Il ralentissait depuis plusieurs semaines. Ses articulations, usées par les ans et par l'hiver, ployaient un peu plus chaque jour. Mais jamais il ne se plaignait. Chaque matin, dès que Lily attrapait son manteau,
il se levait avec peine, s'étirait, et la suivait avec la même fidélité farouche. Ce matin-là, elle s'arrêta près d'un vieil arbre, là où la neige formait des bosses douces. Max s'assit lentement à ses côtés, grogna un peu, puis posa la tête sur sa botte. Elle le caressa doucement entre les oreilles. « Tu viens toujours » souffla-t-elle. Il remua faiblement la queue. À l'intérieur, Ellie les observait par la fenêtre, une tasse de café à la main. Son autre main massait doucement les cicatrices sous sa clavicule. Il avait vu les signes. La lente montée de Max, ses hésitations à grimper les marches, la façon dont il attendait parfois qu'on l'aide. Mais il n'avait rien dit à Lily. Elle venait juste de retrouver un sourire. Il posa sa tasse et entra dans le débarras. Il en ressortit des planches, quelques vis, des bandes antidérapantes. Cet après-midi-là, il construisit une rampe simple, solide, menant du perron jusqu'au jardin enneigé. Quand Lily rentra, trempée jusqu'aux genoux, elle aperçut la rampe. « C'est pour Max » dit Ellie. Elle le regarda longuement. Puis elle se tourna vers Max. « Pour qu'il n'ait plus à sauter. Il n'est plus aussi jeune, tu sais. » Elle s'agenouilla, l'entoura de ses bras. « Tu restes mon meilleur garçon. » Ce soir-là, après un dîner de croque-monsieur et de soupe à la tomate que Lily déclara être le repas le plus raffiné de tout l'univers, ils s'installèrent près du feu. Max dormait au pied de Lily, le museau calé sur une couverture. Ellie lisait, du moins essayait. Mais ce soir-là, aucun mot sur les pages n'était aussi important que le souffle paisible du chien, la respiration régulière de la fillette, et la certitude silencieuse que, contre toute attente, ils formaient enfin une vraie famille. Lily tourna délicatement les pages d'un vieux recueil de poèmes, son index effleurant chaque vers comme on découvre un alphabet secret. Les mots semblaient chanter sous sa peau. Tout à coup, elle leva les yeux. « Ellie, qu'est-ce que tante Grace aimait lire ?» Il resta un instant interdit, puis ses traits s'adoucirent. « Les histoires de fantômes » répondit-il en se rapprochant. « Les plus terrifiantes, planchers qui grincent, rafales qui traversent les murs, soupirs au bout des couloirs même quand tout est clos. » Lily pouffa. Elle n'avait pas peur? Au contraire. Elle disait que ces frissons lui rappelaient qu'elle était bien vivante. Les yeux de l'enfant brillèrent. « Je peux en lire une ?» Ellie traversa la pièce, monta sur un petit tabouret et tira d'une étagère un fascicule à la reliure craquelée. Le cuir fendillé exhalait une odeur de papiers anciens, presque sucrés. Il le lui remit comme on confie un talisman. Lily s'assit en tailleur près de Max, le chien au poil doré, et ouvrit le livre avec la révérence qu'on accorde aux reliques. Ses lèvres remuaient à voix basse, modelant chaque phrase comme une prière. À mesure qu'elle s'enfonçait dans la lecture, Ellie remarqua quelque chose qu'il n'avait plus vu depuis des années, cette paix subtile qui ne vient pas du silence mais de la certitude d'être enfin à l'abri. Sous la lampe, la neige tombait derrière la fenêtre, filet d'argent qui striait le ciel. Quand il passa plus tard devant la chambre, la lumière douce de la veilleuse baignait les couvertures. Lily dormait déjà, un bras enroulé autour de Max comme on serre un doudou. Le vieux chien leva à peine la tête, cligna des yeux et se rendormit. Ellie s'agenouilla, glissa les doigts dans la fourrure tiède. « Tu as été un héros, vieux compagnon » chuchota Théil. « Vraiment. » À l'aube, l'odeur d'orange fraîche emplit la cuisine. Lily, concentrée, traçait au crayon une scène, Max assis droit comme un soldat, elle à ses côtés, des montagnes grenat en arrière-plan. Au-dessus, elle avait écrit « Mon premier ami ». Ellie posa doucement un verre devant elle et contempla le dessin sans souffler mot. Le silence entre eux était plus riche que n'importe quel compliment. Quelques jours plus tard, Sarah frappa à la porte. Elle surgit dans un tourbillon de flocons, longue silhouette au manteau couvert de neige et aux joues rougies par le vent. Comme toujours, elle apportait une douceur, cette fois, des muffins aux myrtilles encore tièdes, enveloppés dans un torchon noué d'un ruban écarlate. Un peu de sucre pour dorer l'hiver, lança-t-elle. Lily est là. Dans le jardin, avec Max. Sarah observa dehors, vit le chien trottiner plus lentement qu'à l'accoutumée. Il faiblit. Je sais, répondit Ellie. Tu lui diras? Il secoua la tête. Pas encore. Sarah déposa les gâteaux sur le comptoir, ses paumes parcheminées caressant brièvement la surface tiède. Quand ce sera le moment, fais-le avec douceur. Son cœur recolle, mais les sutures sont fraîches. L'hiver, cette semaine-là, relâcha son étreinte. Les bourrasques se transformèrent en flocons paresseux, tombant comme des plumes. Dans la cabane,
la vie trouva un nouveau tempo, le fredonnement de Lily, le cliquetis des griffes de Max sur le parquet, le parfum mêlé de vieux papiers, de tisane et de bois sec. Ellie, tiraillée entre la douleur chronique de son épaule et le poids diffus de la culpabilité, rangeait peu à peu l'ancienne chambre de Grace, devenue celle de Lily. En vidant un tiroir, il découvrit un objet empoussiéré de la taille de sa paume, un dictaphone hors d'âge. Grace l'utilisait autrefois pour enregistrer des chroniques à la radio locale. Le voyant le fit cligner des paupières, tant d'années qu'il ne l'avait pas revu. Par curiosité, il souffla la poussière, enclencha la lecture. Un grésillement, un froissement, puis la voix éreintée mais tendre de sa sœur remplit la pièce. Je ne sais pas si quelqu'un n'écoutera ça un jour. Peut-être personne. Mais j'ai besoin de parler à Lily. Chaque mot trempait dans la culpabilité et l'amour. Ellie eut l'impression que le plancher vacillait. Grace, la rebelle intrépide, confessait ses peurs, pas de chauffage, une couverture sans cesse rejetée par la fillette qui souriait tout de même dans son sommeil. Un jour, quelqu'un te verra pour ce que tu es, ma petite. Pas un fardeau, pas un secret. J'ai manqué de courage. Mais ton oncle en aura peut-être davantage. Ellie, si elle te trouve, ne lui demande jamais de s'excuser d'exister. Laisse-la être. Le clic final résonna comme une porte qui se ferme. Ellie resta figée, engloutie par un chagrin ancien qui enfin trouvait sa voie. Il rejoignit le salon. Lily, tournée vers la cheminée, murmurait les aventures d'un lapin malicieux, Max ronflant doucement à ses pieds. Ellie s'agenouilla, tendit le dictaphone. C'est de ta maman. Elle l'a enregistré pour toi, et pour moi. Lily pressa le bouton lecture avec la délicatesse d'une horlogère. Les mots de Grace résonnèrent, formant un pont entre passé et présent. Les doigts de Lily tremblaient, mais aucune larme ne coula. Quand le silence retomba, elle inspira profondément. Elle avait raison, dit-elle d'une voix rauque. Je souris, même quand je dors. Ellie sentit sa propre gorge se serrer. Max redressa la tête, effleura la main de la fillette du museau. La nuit suivante, la neige reprit, régulière, patiente, comme si elle brodait des secrets sur les toits. Ellie veilla tard, rédigeant le premier brouillon d'une demande de garde exclusive. Il n'était plus question d'attendre. Grace avait voulu la paix pour sa fille, il la lui offrirait, non par obligation, mais en promesse d'amour et de fidélité. Quelque part entre 2 heures, un bruit sourd le tira d'un sommeil fragile. Ce n'était pas un aboiement, plutôt un choc étouffé. Il bondit hors du lit. Dans l'entrée, Lily, en pyjama, serrait Max contre elle. Le chien gisait sur le flanc. Une de ses pattes arrière tressaillait, son souffle était court. Il ne se réveille pas, sanglota Lily. Il voulait me suivre aux toilettes et, il est tombé. Les yeux de l'enfant, agrandis par la panique, cherchaient du secours. Ellie ne réfléchit pas, il posa une main sur le torse du chien, sentit le cœur battre faiblement. Max. Mon vieux, reste avec nous. Il enveloppa l'animal dans une couverture de laine, ses doigts devenus étonnamment sûrs malgré le tremblement intérieur. Lily, blême, tenait une lampe torche qui vacillait. On va l'aider, d'accord ? Murmura Ellie. Respire, Lily. Inspire, expire. Elle obéit, le regard rivé au museau du chien. Je vais appeler le vétérinaire de garde. Mets tes bottes, attrape ton manteau. On file tout de suite. La neige dense étouffait le monde extérieur, mais Ellie sentait le chaos en lui battre comme un tambour. Il emmaillota Max plus fermement, l'embrassa entre les 2 oreilles. Tiens bon, champion. Le pick-up s'arracha à l'allée, pneus crissant dans la poudreuse. Sur le siège arrière, Lily retenait son souffle, une main posée sur la cage thoracique de Max, l'autre serrant le dictaphone comme un gris-gris. La route était un ruban blanc que les phares découpaient à peine. Ellie, crispée sur le volant, adressait des prières muettes à chaque virage. À la clinique, une lumière verte clignotait comme une promesse. Le vétérinaire, silhouette en blouse beige, ouvrit aussitôt. Max fut placé sur une civière, emporté dans la chaleur artificielle. Lily, tétanisée, resta près de l'entrée jusqu'à ce qu'Ellie pose gentiment ses mains sur ses épaules. On a fait tout ce qu'il fallait, dit-il. Maintenant, on attend. Le temps se déchira en lambeaux indéfinissables. Les néons bourdonnaient, l'odeur d'antiseptique piquait la gorge. Lily fixait un poster de chaton joueur sans vraiment le voir. Ellie ? Oui. Tu crois qu'il sait qu'on l'aime ?
Il ferma les yeux un instant. Il le sait, Lily. Les chiens lisent nos cœurs mieux que nous. Quand le vétérinaire reparut, ses sourcils froncés se détendirent légèrement. C'était un accident vasculaire, mais il s'en sortira si nous le gardons sous perfusion et repos strict. Il est robuste, l'âge joue contre lui, mais votre présence l'a aidé. Un souffle collectif d'espoir gonfla la pièce. Lily se pencha pour regarder Max par la vitre, l'animal, perfusé, remua faiblement la queue. Au matin, ils revinrent à la cabane sans lui. Le vide faisait écho sous les poutres. Lily déposa le dessin, mon premier ami, près du panier du chien, puis grimpa sur le canapé avec son recueil de poèmes. Elle ouvrit une page au hasard et lut à haute voix, chaque syllabe vibrante comme une incantation, une promesse qu'elle lui adressait à distance. Ellie, debout derrière le dossier, sentit une chaleur grave lui gagner le thorax, la vie continuait, fragile mais invincible. Lorsque la neige cessa enfin, une lumière au brosé se posa sur les vitres. Max reviendrait bientôt, moins vaillant peut-être, mais toujours courageux. Ellie scella mentalement sa décision, il déposerait la demande de garde dès l'ouverture du tribunal. Lily avait trouvé en lui un refuge, et lui, en elle, une raison de guérir. Le passé n'était plus une tempête, il devenait le terreau d'un printemps possible. Devant la cheminée, la flamme dansait. Lily s'y blottit, le dictaphone serré contre son cœur. Elle appuya sur lecture encore une fois, non pour se torturer, mais pour imprimer la voix maternelle dans la braise de sa mémoire. Grace parlait de courage, d'avenir, de petites graines de joie semées dans les jours les plus sombres. Quand l'enregistrement s'acheva, Lily sourit, un sourire vrai, plein, inattendu. Elle avait raison, répéta-t-elle doucement. On se relève toujours. Ellie ajusta la couverture sur ses épaules. Dehors, les corbeaux secouaient la neige des branches, un premier rayon tiède effleurait la clairière. Dans cette lumière nouvelle, malgré l'attente, malgré la peur pour Max, résonnait la certitude intime que les fantômes, ceux qui grincent sur les vieux escaliers, n'ont de prise que si l'on cesse d'avancer. Lily tourna la page de son livre, et la cabane respira comme un être vivant, prête à écrire la suite. Le souffle court, le corps de Max glacé. Bien plus que d'ordinaire. Sa respiration saccadée, presque imperceptible. Ellie posa la main sur lui, la panique au bord des lèvres. Il faut le réchauffer, vite. Va chercher des couvertures. Lily courut sans attendre. Elle revint en traînant 2 épaisses couvertures sur le sol. Ensemble, ils enveloppèrent Max, serrés contre lui comme pour y faire couler un peu de vie. Lily appuya sa joue contre sa fourrure rêche et murmura, encore et encore, les mêmes mots, comme une prière. Ne pars pas, Max. S'il te plaît, reste. Les secondes s'étiraient comme des heures, suspendues dans un silence qui vibrait d'inquiétude. Ellie monta le thermostat, déplaça un radiateur d'appoint, puis s'assit par terre à leur côté. Il ne disait rien. Il était là, simplement. Présent. Témoin d'un amour qui refusait l'abandon. Lily ne bougea pas. Son bras resta enroulé autour du cou de Max, comme si son étreinte pouvait lutter contre l'invisible. Le froid s'infiltrait partout, mais quelque chose dans cette cabane réchauffait plus que les flammes mourantes de la cheminée, c'était l'attachement profond, viscéral, d'un cœur d'enfant refusant de perdre celui qui l'avait sauvé. Et puis, soudain, un frémissement. Infime. Une patte qui tressaute, un souffle qui s'échappe des narines, un battement léger de queue. Il va bien, souffla Lily dans un souffle tremblant. Il est encore là. Ellie ferma les yeux et inspira profondément pour la première fois depuis des heures. Oui. Il est là. Lily fixa Max, les yeux brillants. Tu n'as pas le droit de partir. Pas encore. Le vieux chien grogna doucement, entr'ouvrit un œil flou. Et dans ce regard, quelque chose passa. Quelque chose de plus fort que les mots. Une compréhension, un lien. Un pacte silencieux, tissé dans le froid et la fidélité. Cet après-midi-là, un vétérinaire vint à domicile. Son diagnostic était simple, Max avait été affaibli par le froid et son corps vieillissant, meurtri par l'arthrose, avait simplement cédé, un instant. Il s'en remettrait, lentement. Lily s'allongea à ses côtés, sa main glissant tendrement sur ses oreilles. Il m'a trouvé dans la neige, murmura-t-elle. Maintenant, c'est moi qui vais veiller sur lui. Ellie n'ajouta rien. Il se contenta de prendre son téléphone et d'appeler Daniel. C'est le moment. Je veux que ce soit officiel.
Elle est chez elle maintenant. Nous sommes chez nous. Le tribunal avait cette odeur mêlée de désinfectant et de neige fondue. Dehors, tout était encore blanc, figé, comme suspendu entre l'hiver et un renouveau. Mais à l'intérieur, dans cette petite salle au banc d'acajou, une chaleur invisible battait comme un cœur prêt à éclore. Lily était assise à côté d'Ellie. Ses petites jambes ne touchaient pas le sol, elle se balançait légèrement dans un mouvement inconscient, comme si son corps peinait à contenir l'émotion. Elle portait un pull bleu tricoté main par Sarah. Un peu trop grand. Les manches roulaient jusqu'au coude. Ses cheveux, plus longs qu'à son arrivée, tombaient en vagues brunes sur ses épaules. Une fine tresse retenait les mèches de son visage. Sur ses genoux, un vieil ours en peluche borgne. Il sentait encore un peu le cèdre, dernier parfum de son ancienne maison. Max, brossé, digne, reposait à ses pieds. Il n'avait plus la vivacité d'autrefois, mais il était là, oreilles dressées, regard attentif. Comme s'il comprenait, sans avoir besoin des mots, que ce jour-là n'était pas celui d'un simple acte légal, mais celui d'une reconnaissance profonde, celle d'une famille née du hasard et de la volonté. La juge, Marian Colinsoir, fit son entrée. Une femme dans la soixantaine, aux cheveux gris noués en chignon, aux rides profondes mais au regard encore plus perçant que doux. Elle portait des lunettes à chaînettes, une alliance discrète et cette autorité tranquille des gens qui ont vu des vérités s'effondrer, et d'autres naître des ruines. Sa voix était calme, mais ferme. Commençons. Ellie se leva. Il portait une chemise bleu marine soigneusement repassée, un pantalon kaki un peu usé. Il avait l'air d'un homme réapprenant la tendresse. Son visage rasé, ses cheveux sombres coiffés, mais ses yeux gardaient cette ombre indélébile du passé. La guerre laisse des cicatrices que même le silence n'efface pas. Mais ce jour-là, sa voix ne trembla pas. Il présenta les documents, demande de garde, lettres de soutien, témoignages de Sarah, du directeur de l'école, et l'enregistrement vocal de Grace, la sœur disparue. Puis, presque comme un geste anodin, il tendit un nouvel acte de naissance. Un nom tout neuf. Lily Grace Turner. La juge ajusta ses lunettes, lut quelques instants, puis releva les yeux. Mademoiselle Lily, dit-elle doucement. Tu comprends ce qui se passe aujourd'hui? Lily hocha la tête. Je crois, oui. Tu veux dire quelque chose? La fillette regarda tour à tour Ellie et Max. Elle inspira longuement. Je veux juste dire. Je ne veux plus aller ailleurs. Je ne veux plus qu'on me déplace. Je ne suis pas un problème. J'avais juste besoin que quelqu'un me trouve. Max m'a trouvé. Puis Ellie. Et maintenant, je n'ai plus peur. Le silence fut long. Profond. Puis la juge sourit. Merci, ma chérie. Le marteau tomba doucement. La garde est attribuée à Monsieur Turner. Le nom de Lily Grace Turner est désormais reconnu par l'État du Montana. La séance est levée. Dehors, il neigeait encore. Mais cette fois, la neige ne portait plus le goût de l'abandon. C'était une danse. Une bénédiction. La cabane ne changea pas de mur, mais elle changea d'âme. Les dessins de Lily tapissaient le frigo. Le lit de Max fut déplacé plus près du feu et doublé de coussins. Sarah venait souvent, avec des gratins, des livres, et ce sourire silencieux qui disait sans mots, tu n'es plus seul. Et Ellie? Ellie riait. Parfois. Pas fort. Mais sincèrement. Un soir, Lily demanda. Et si on créait un endroit pour les enfants comme moi? Un endroit où aller quand personne n'écoute? Ellie haussa un sourcil. Tu veux dire, comme une maison pour Max, s'il était une personne? L'idée grandit. Comme le givre sur une vitre au petit matin. Discrète, mais déterminée. Avec Sarah et quelques bénévoles, ils transformèrent l'ancien poste de garde forestier. Une bâtisse oubliée, fenêtre cassée, sol gondolé. Ils la repeignirent en jaune pâle, réparèrent le toit, la meublèrent de couleurs, de chaleur, de lits superposés et de livres. Ils l'appelèrent le refuge de Max. Au-dessus de la porte, Lily peignit à la main. Ici, chaque enfant est retrouvé avant qu'il ne soit trop tard. Les commerces donnèrent des vêtements. Une institutrice à la retraite offrit des cours. Même le maire vint, un peu mal à l'aise, avec des couvertures. Mais c'était un début. La cabane resta leur maison. Mais le refuge devint leur mission. Et Max? Il en fut le gardien d'honneur.
Il accueillait chaque enfant comme s'il retrouvait un vieil ami. Même fatigué, même ralenti, il ne manquait aucune promenade. Il entendait chaque sanglot. Il posait doucement sa tête sur les genoux d'un enfant et semblait dire « Je te vois ». Un soir de printemps, alors que la dernière neige fondait et que les montagnes reverdaient, Lily était assise sur le perron, pieds nus, une robe jaune sur un jean. Elle grandissait vite. Trop vite, pensa Ellie. Max, affaibli, reposait contre elle. Son souffle lent, profond. Son pelage aminci par l'âge. Lily posa une main sur son dos. « C'est toi qui m'as trouvé en premier, Max, murmura-t-elle. Je n'oublierai jamais. » Il remua la queue. Une seule fois. Un geste infime. Mais suffisant. Car certains commencements n'ont pas besoin de fanfare. Parfois, il suffit d'un murmure dans la neige. Et de quelqu'un qui choisit d'écouter. Parfois, Dieu n'envoie pas un ange aux ailes dorées. Il envoie un vieux chien fatigué, un soldat blessé et une fillette perdue. Et de leur rencontre, quelque chose de sacré peut naître. Pas dans le bruit, mais dans la chaleur d'un feu partagé, dans les secondes chances, dans les enfants qui dorment sans peur. Peut-être que les vrais miracles ne sont ni soudains ni tonitruants. Peut-être qu'ils arrivent en silence, à travers la fourrure, le givre, et l'amour qui refuse de partir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore aux miracles silencieux. Commentez avec le nom d'un chien, d'une personne ou d'un moment qui a changé votre vie. Et souvenez-vous, même dans l'hiver le plus rude, Dieu envoie parfois de l'aide, sous forme de 4 pattes et d'un cœur fidèle. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous rappelle que même dans la brisure, l'amour peut renaître.